le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Madame, monsieur, bonsoir, bon lundi et bon début de semaine. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. À Jérusalem, nouveau heurte sur l'esplanade des mosquées. La tension monte en Israël et dans les territoires palestiniens. La branche armée du Hamas revendique plusieurs tirs de roquettes de la bande de Gaza sur Israël ce lundi en fin d'après-midi, alors que de violents heurts se sont poursuivis sur l'esplanade des mosquées ce matin, malgré le report par la justice israélienne d'une audience clé concernant l'éviction de familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Voici un reportage signé TV5 Monde. Esplanade des mosquées. Nouveau heurt ce lundi matin entre fidèles palestiniens et policiers israéliens. Plusieurs centaines de blessés, annonce le Croissant Rouge palestinien. La tension ne retombe pas à Jérusalem-Est après une nouvelle nuit de face-à-face. Balles en caoutchouc et grenades assourdissantes contre jets de pierre, les forces de l'ordre israéliennes ont tenté de disperser les protestataires sans y parvenir durablement. Ce sont les pires affrontements depuis 2017 dans la ville 3 fois sainte. C'est dans ce contexte dimanche que la justice israélienne a annoncé le report d'une audience clé prévue ce lundi concernant l'éviction de plusieurs familles palestiniennes de Sheikh Jarrah au profit de colons israéliens. Eux approuvent. La justice n'est pas en mesure de se prononcer dans cette affaire et la raison, c'est qu'ils savent que cette terre appartient aux Arabes palestiniens. Sans surprise, les colons israéliens de Sheikh Jarrah ne sont pas contents. C'est honteux qu'après 2 semaines de violence contre les Juifs du quartier, la Cour a décidé de récompenser leur terrorisme en reportant sa décision. Aux colons qu'il a toujours soutenus, le Premier ministre israélien le réaffirme. La colonisation va se poursuivre dans la ville unilatéralement proclamée capitale d'Israël, non reconnue internationalement, et que les Palestiniens revendiquent également pour capitale. Le problème n'a jamais été réglé. Alors que chaque nation construit sa capitale, nous avons aussi le droit de construire à Jérusalem. Benjamin Netanyahou lance également un avertissement au Hamas et au djihad islamique qui ne reconnaissent pas l'État hébreu et qui ont jeté tout leur poids derrière les Palestiniens de Sheikh Jarrah. La situation à Jérusalem-Est inquiète. Le Conseil de sécurité de l'ONU l'a inscrite à son ordre du jour ce lundi à la demande de la Tunisie. En Colombie, le président Ivan Duque sous la pression des manifestations antigouvernementales. Depuis le 28 avril, les manifestations s'enchaînent à Bogota après la mobilisation contre le projet de réforme fiscale finalement retiré par le gouvernement. Des syndicats étudiants, indigènes et défenseurs de l'environnement continuent à descendre dans la rue. Les manifestants dénoncent les violences policières et souhaitent une amélioration des politiques de santé, de sécurité et d'éducation. Le président Ivan Duque, sous pression, a annoncé vouloir rétablir le dialogue. Voici un reportage de nos confrères de la RT. En pleine pandémie de Covid-19, c'est un autre virus qui s'est répandu en Colombie, celui de la contestation. Depuis le 28 avril et la mobilisation contre le projet de réforme fiscale porté par le gouvernement, le pays connaît sans discontinuer de nouvelles manifestations. Syndicats, étudiants, indigènes et défenseurs de l'environnement continuent à battre le pavé malgré le retrait du projet de loi. Dans le viseur des manifestants, une amélioration des politiques de santé, d'éducation, de sécurité et une dénonciation des violences policières. En tant que mère, en tant que femme, en tant que sœur, en tant que fille, nous disons que nous n'avons pas donné naissance pour la guerre. Nous n'avons pas donné naissance pour que nos fils et nos filles ou nous-mêmes soyons assassinés pour avoir protesté, pour avoir exercé nos droits, pour avoir exigé la liberté, l'autonomie, une vie digne, une bonne gouvernance. Nous soutenons tous les jeunes qui sortent pour manifester, tous les jeunes qui sont traités comme des hooligans. Parce que je suis jeune et je sors pour manifester et ils nous traitent comme des vandales alors que ce n'est pas le cas.
Un mouvement de protestation qui s'est donc heurté à la violente réaction des forces de l'ordre. Le bilan est lourd, plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées et quelques centaines d'autres blessées. Une répression qui a renforcé la contestation contre le président Iván Duque, dont la popularité est en berne. Ce dernier a appelé à la levée des barrages qui parsèment le pays et au dialogue. Tous les espaces sont ouverts ici pour construire, pour parler, pour construire des solutions pour le pays, comme nous l'avons toujours fait. Mais la voix de chacun doit être claire pour rejeter les blocages qui constituent également une violation des droits de l'homme et des citoyens. Fort d'une grande diaspora, les Colombiens se sont mobilisés un peu partout dans le monde, comme en Espagne, aux États-Unis ou encore en France. Une mobilisation internationale qui a poussé les Nations Unies, l'Union européenne ou encore les États-Unis à condamner les agissements de la police en Colombie. Un isolement diplomatique qui fragilise encore plus la position du président Duque à un an de la prochaine élection présidentielle. Au Tchad, l'armée crie victoire face aux rebelles du FACT. Ce dimanche, l'état-major des forces armées a déclaré que l'offensive des rebelles avait pris fin près d'1 mois après le début des combats. Voici un reportage signé Africa News. Au Tchad, l'armée crie victoire face aux rebelles du FACT. Ce dimanche, l'état-major des forces armées a déclaré que l'offensive des rebelles avait pris fin près d'1 mois après le début des hostilités. C'est lors de combats commencés le 11 avril que le maréchal président Idriss Déby Itno a été tué. Selon le général Abakar Abdelkarim Daoud, la situation est retournée à la normale. La guerre est arrivée et nous avons pu maîtriser la situation. Nous avons ramené les prisonniers et le matériel. Nous avons nettoyé les lieux et il n'y a plus rien maintenant. La situation est revenue à la normale. Je voudrais dire à la population de ne pas s'inquiéter. Il n'y a plus rien. L'armée a fait aligner 156 prisonniers du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Parmi eux, Béchir Mahadi, le commandant des opérations armées. J'adresse un message à mes frères qui souffrent dans la rébellion. Pour ceux qui sont morts, que leurs âmes reposent en paix. Et pour ceux qui sont capturés vivants, je demande aux autorités de respecter leurs droits de prisonniers de guerre. Ceux qui sont encore en rébellion à l'extérieur du pays doivent rejoindre la légalité pour qu'ensemble, ils contribuent à bâtir un pays de droit et démocratique. Après l'annonce de la mort du président Déby, son fils Mahamat a pris la tête d'un conseil militaire de transition. Il a promis des élections libres et démocratiques d'ici 18 mois, période qu'il peut proroger une fois. Direction les États-Unis d'Amérique, l'un des plus grands oléoducs des États-Unis victime d'une cyberattaque. Colonial Pipeline a dû fermer son immense réseau de 8800 km après une cyberattaque par un logiciel. On ignore pour l'heure quand le service sera rétabli. Voici un reportage signé Euronews. C'est une attaque inédite aux États-Unis. Le plus grand pipeline de carburant victime d'une cyberattaque par rançongiciel, un code qui exploite des failles de sécurité pour encrypter les systèmes informatiques et exiger une rançon pour les débloquer. Colonial Pipeline est considéré comme l'un des plus grands opérateurs d'oléoducs américains. Il achemine de l'essence et du diesel sur plus de 8800 km à travers les États-Unis. L'ensemble du réseau a dû être fermé. Seule une petite partie de ces lignes de distribution entre les terminaux est restée ouverte. Le président Joe Biden a été immédiatement informé de la situation. Tout est mis en œuvre pour assurer un retour aux opérations dans les brefs délais afin qu'il n'y ait pas de perturbations dans l'approvisionnement. Le gouvernement américain a même publié dimanche une loi d'urgence. Elle permet exceptionnellement le transport du carburant par route. Personne n'est pour l'heure en mesure de donner de date pour une réouverture complète du système. Un système tentaculaire qui alimente les aéroports, les terminaux et les stations-service depuis les raffineries autour du golfe du Mexique vers la côte est américaine. Avant de fermer ce journal, allons en Afghanistan. Violence en Afghanistan. Les talibans décrètent 3 jours de cessez-le-feu pour l'Aïd. Les talibans ont annoncé lundi un cessez-le-feu de 3 jours pour l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane qui marque cette semaine la fin du Ramadan, après une recrudescence de la violence au moment où Washington s'apprête à retirer ses soldats d'Afghanistan. Voici un reportage signé France 24.
L'Afghanistan, une nouvelle fois en deuil. Malgré le cessez-le-feu décrété dimanche par les talibans pour la fin du ramadan, les mines posées par les insurgés continuent à faire des victimes parmi les civils, comme ici dans la province de Zaboul. Ces 2 derniers mois, le pays fait face à un regain de violence sans précédent. Un deuil national décrété 3 jours après l'attentat le plus meurtrier depuis 1 an en Afghanistan. Ce samedi, l'horreur s'est invitée devant l'école pour filles d'un quartier chiite de Kaboul. Une première explosion puis 2 autres ont coûté la vie à plus de 50 personnes, des lycéennes pour la plupart. Les talibans nient toute implication dans cette attaque, mais elle sonne comme un nouvel avertissement alors que le retrait total des troupes américaines d'Afghanistan, initialement fixé au 1er mai dernier, a été repoussé au 11 septembre prochain par Joe Biden. Si l'Amérique manque à nouveau à ses engagements, le monde entier devra en témoigner et la tenir responsable de toutes les conséquences. Depuis le 1er mai, la capitale afghane est en alerte maximale. Chaque jour, les talibans gagnent du terrain et le gouvernement de Kaboul a de plus en plus de mal à protéger sa population. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour ce lundi 10 mai 2021. Présentation Erlich Dorelas depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Production Edprod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pas de soleil dans le ciel pour ce lundi. À Boston, température 60 degrés Fahrenheit, 16 degrés Celsius. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir aux bandes, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Le rendez-vous c'est pour demain. Passez un excellent lundi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.